Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je grillais d'envie depuis quelques jours déjà de vous parler au sujet du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Ce pacte qui vient donc d'être signé par 150 pays membres de l'Organisation des Nations Unies, donc le 10 et 11 décembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps, et qui doit être ratifié le 19 décembre prochain. Alors pourquoi j'avais envie d'en parler? Parce que ça nous concerne au regard des événements nationaux et internationaux, bien entendu. Et en tant que chrétiens, nous devons être au courant de tout ce qui se passe en politique. C'est très important parce que nous vivons dans des temps qui sont dangereux, tout le monde le sait, tout le monde en est convaincu. Et nous devons nous tenir en garde contre tout ce qui se fait, toutes les tractations qui sont en train de se faire plus ou moins dans l'ombre et qui vont d'ailleurs porter préjudice à ce monde. Comme le dit Jésus en Matthieu 10, verset 26, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. C'est pour cela que je vais vous faire part de mon sentiment personnel, après avoir étudié assez brièvement, c'est vrai, mais quand même, ce pacte mondial qui donc est étendu sur 41 pages, que j'ai toutes lues, et qui pose quand même un certain nombre de questions, et des questions assez cruciales. Et ce pacte que je trouve totalement, j'allais dire honteux presque, honteux et qui vient totalement à contre-temps par rapport à ces phénomènes migratoires que nous connaissons déjà depuis de nombreuses années et qui n'ont que tendance à prendre de l'ampleur. Alors évidemment, beaucoup vont penser que je suis raciste, que je suis contre les immigrés. Non, ce n'est pas du tout le cas. Rassurez-vous, je n'ai rien contre qui que ce soit d'abord. Je n'ai rien contre les immigrés, je n'ai rien contre l'immigration. Ma propre épouse est une femme qui vient du continent africain, donc je suis vraiment mal placé pour parler de racisme et d'anti-immigration. Elle est elle-même une immigrée, bon ça fait bientôt 30 ans bien entendu, mais ce n'est pas mon propos. Ce n'est pas pour critiquer l'immigration, ce n'est pas pour critiquer les immigrés, et d'ailleurs énormément d'entre eux sont des personnes tout à fait valables, tout à fait intéressantes, intellectuellement, culturellement, qui apportent énormément à nos pays, à nos nations. Et on aurait bien tort de les sous-estimer, on aurait bien tort de critiquer ces personnes qui sont venues apporter un plus dans notre pays, parce que ce sont des personnes qui ont accepté d'être intégrées, qui ont accepté notre modus vivendi, si je puis dire. Ce sont des personnes qui font partie totalement de la nation, qui font partie du pays. Beaucoup d'ailleurs ont la nationalité française, qu'ils ont eu d'ailleurs après bien des difficultés pour beaucoup d'entre eux. Et ce n'est pas du tout de ces personnes-là que je veux parler aujourd'hui, mais je veux parler de ce pacte. J'aime pas d'ailleurs ce mot pacte, parce que pacte, ça sous-entend qu'il est inaliénable, que c'est un accord qui est inaliénable, que personne ne peut rompre sans en subir des conséquences. Donc ce pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées, régulières, a été signé donc le 11 décembre dernier à Marrakech, au Maroc. Déjà, je voudrais faire quelques remarques par rapport aux termes qui sont employés: sûre, ordonnée et régulière. Sûre, pourquoi? Pourquoi sûre? Ce qui voudrait dire que soit à coup sûr ces migrations auront lieu, ce qui est sûr, ce qui est absolument certain même, avec des risques majeurs d'atteinte à la sûreté des citoyens. Alors si on veut que ces migrations soient sûres, eh bien, il faudrait effectivement qu'elles ne risquent pas, à plus ou moins long terme, de porter atteinte à la sûreté ni de l'État, ni à celle des citoyens.
Ensuite, le mot ordonné. Ordonné, dans le mot ordonné, il y a ordre et donné. Donc ce serait un ordre qui est donné aux nations signataires d'accueillir sur leur sol tous les immigrés qui vont se présenter, et croyez-moi, il va s'en présenter pas mal de dizaines de milliers, même de centaines de milliers d'ici les prochaines années, parce que ce pacte en réalité est une porte ouverte à une immigration qui sera loin d'être contrôlée, contrairement à ce que prétend ce pacte. Et enfin le mot régulière, ce qui veut dire que à temps régulier, à période régulière, eh bien nous aurons des vagues de migration dans nos nations, dans nos pays, à chaque fois que le besoin se fera sentir. Et régulier, ça veut dire qu'on suppose qu'elles seront régulées avec à la clé des régularisations massives, puisque nous allons voir d'ailleurs dans les différents objectifs de ce pacte que, effectivement, il est prévu d'accorder la régularisation, c'est-à-dire des papiers, très rapidement à ces personnes qui viendront sur notre sol, ou sur le sol européen, parce qu'il n'y a pas que la France, bien sûr, mais c'est toute l'Europe qui est concernée, et bien sûr, énormément de pays non européens. Donc il y a beaucoup à dire sur ce pacte. Mais ce que je voudrais dire déjà, c'est que ce pacte, il arrive à un moment, j'allais dire, très défavorable, très critique de l'histoire de ce monde, de l'histoire de l'Europe et de l'histoire de notre pays en particulier. Il s'agit, selon les instances de l'ONU, d'établir d'une façon urgente des dispositions particulières concernant donc ce phénomène de l'immigration, qui déjà en agace plus d'un, en irrite plus d'un. Quand on interroge les Français ça et là, beaucoup se disent quand même étonnés de voir qu'il y a autant de personnes qu'on accueille sur le sol, qui ne parlent même pas notre langue, qui ont du mal à s'adapter, qu'on ne sait pas très bien comment on va s'occuper de ces personnes, et surtout le coût financier que cela occasionne pour notre pays et pour nos sociétés qui sont déjà très endettées. Ce sera un point que nous allons étudier tout à l'heure. Notre pays, la France, est très endetté. Plusieurs milliers de milliards d'endettement depuis des années, et le fossé ne fait que se creuser davantage. Les dépenses publiques ne font qu'augmenter, le chômage ne fait qu'augmenter, les salaires sont à minima gelés, si ce n'est en chute dans certains domaines. Franchement, rien ne justifie l'urgence de ce pacte, si ce n'est une volonté délibérée et secrète d'asservir les populations européennes en permettant officiellement une invasion de vagues migratoires qui, n'en déplaise aux signataires de ce pacte, se révéleront très rapidement hors de contrôle. Cette précipitation a convoqué donc 193 États membres paraît quand même assez suspecte. En réalité, seulement 150 étaient présents. On ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi les autres ne sont pas venus. Et plusieurs États ont refusé de signer ce pacte, bien sûr en tête les États-Unis, l'Australie et Israël. Et puis ensuite des États faisant partie intégrante de l'Union européenne, comme la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, l'Italie et l'Autriche. Et aussi la Suisse, qui, bien que ne faisant pas partie de l'Union européenne, fait quand même partie de l'Europe, et a suspendu, disons, sa décision. Il faut quand même, et c'est un point capital que je voulais quand même souligner, il faut noter l'absence complète de consultation auprès des Français et des Européens en général sur le bien fondé d'un tel traité. Il n'y a pas eu de référendum. Donc de toute façon, depuis 2005, il n'existe plus de référendum. Donc aucun avis à donner, aucun avis à demander à qui que ce soit. Et une fois de plus, cela montre qu'on est en train de prendre les gens pour des moutons dociles, prêts à avaler n'importe quoi, et qu'on prépare pour l'abattoir. Le mot n'est pas trop fort. De toute façon, déjà, il y a eu un précédent avec le traité de Lisbonne, qui, malgré le non massif
de la quasi-majorité des pays européens a été quand même validé et signé, dirais-je, de gré ou de force. Ce qui est quand même incroyable. On se fiche pas mal de ce que le peuple peut penser, on se fiche pas mal de l'avis de quiconque. Tout ce qui compte, ce sont les instances internationales qui ont toujours le dernier mot. Ce pacte fait donc partie intégrante du processus de la mondialisation, avec totale disparition des frontières européennes, libéralisation des marchés, décentralisation des entreprises, bref, la globalisation totale du monde et des sociétés, qui n'est qu'un moyen, ou je dirais même le meilleur moyen, de contrôler les populations, de contrôler même l'intimité de chacun. Bientôt, on ne sera plus à l'abri même chez soi, avec toutes les caméras qui sont fixées un peu partout dans les villes, dans les grandes villes de France et même en dehors, même en province, on a des caméras, des radars un peu partout qui servent uniquement à contrôler les gens. On contrôle le système économique et financier, bien entendu, et tout cela est du ressort d'une dictature à l'échelle mondiale qui ne veut pas encore dire son nom, mais nous ne sommes pas dupes et nous savons qu'elle est déjà en marche depuis un certain temps et qu'elle prend de l'ampleur de mois en mois. Alors je vais vous citer maintenant quelques objectifs de ce pacte. Il y en a plus d'une vingtaine en tout, mais je ne vais pas tous vous les citer, ce serait trop long, mais les plus importants. Premier, lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays d'origine. 2. Munir tous les migrants d'une preuve d'identité légale et de papiers adéquats. 3. Favoriser des pratiques de recrutement justes et éthiques, il faudra expliquer ce que ça veut dire, et assurer les conditions d'un travail décent. Parce que probablement il y a des travaux indécents. 4. Gérer les frontières de manière intégrée, sûre et coordonnée. Encore le mot sûr, bien sûr, la sûreté, c'est-à-dire le contrôle. Ensuite, veiller à l'invariabilité et à la prévisibilité des procédures migratoires pour assurer des contrôles, voilà encore le mot contrôle, des évaluations et une orientation appropriée. Ensuite, donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion sociale. Éliminer ensuite toutes les formes de discrimination. Et là, j'insiste sur cet objectif-là qui est particulièrement intéressant et qui fait quand même peur. Éliminer toutes les formes de discrimination et encourager un débat public fondé sur l'analyse des faits afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues. Eh bien, je peux vous dire que les migrations, actuellement, sont plutôt mal perçues. Mais que quand on parle de débat public, ça me fait bien rire, parce que jusqu'à présent, il n'y a eu aucun débat public fondé sur quoi que ce soit. Il y a eu simplement quelques articles dans les journaux, dans les médias, au sujet de... Effectivement, il y a eu des formes de discrimination, et il y en aura toujours, malheureusement. Mais quant à dire qu'il faut éliminer toutes les formes de discrimination, qu'est-ce que ça suppose? Eh bien, tout simplement, excusez-moi, ça suppose qu'il peut y avoir des sanctions qui vont tomber vis-à-vis de ceux qui s'aviseront de parler mal des problèmes migratoires, ou éventuellement de parler mal des immigrés eux-mêmes, ou de critiquer même ce pacte, de critiquer même tout ce qui est fait en faveur de cette immigration qui veut être raisonnée, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Donc il faut s'attendre à des coupures de vivres, chez les médias par exemple, les radios, les télévisions qui s'aviseront de dire des choses qui vont à l'encontre de ce pacte, risquent de voir leur vivre coupé. Enfin, encore un objectif que j'ai relevé, coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité, ainsi que leur réintégration durable. Eh bien, laissez-moi vous dire que ces immigrés qui viendront sur le sol et qui seront acceptés, et j'allais dire que l'on acceptera de gré ou de force, beaucoup d'entre eux, une fois qu'ils auront été régularisés, parce que c'est ce qui va arriver,
qu'on leur a fourni un travail, qu'on leur aura donné toutes les facilités du point de vue des assurances sociales, etc., des allocations familiales, eh bien je peux vous dire que ces gens-là n'auront pas du tout envie de rentrer chez eux. Donc coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants, peut-être que ça pourra se faire, mais uniquement pour ceux qui seront en situation irrégulière. Mais justement, le problème aussi de ce pacte, c'est qu'il y a un amalgame qui est fait entre les immigrés, enfin l'immigration régulière, je dirais entre guillemets, c'est-à-dire les personnes qui demandent l'asile politique pour des raisons totalement fondées, qui sont persécutées dans leur propre pays, et puis les autres, je dirais, c'est-à-dire ceux qui rentrent illégalement sur le territoire, et ils sont très nombreux, ils sont certainement même bien plus nombreux que ceux qui rentrent en toute légalité, et le pacte ne fait pas de différence entre ceux qui seront entrés de manière légale et pour des raisons justes et fondées, et ceux qui viendront uniquement pour, j'allais dire, pour squatter, entre guillemets, et pour semer le désordre. Maintenant, je vais vous citer quelques extraits, littéralement, de ce pacte mondial. Alors, paragraphe 6 du préambule. Le présent pacte mondial marque une étape importante dans l'histoire du dialogue mondial et de la coopération mondiale concernant les migrations. Alors, je pose la question, de quel dialogue s'agit-il? Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun dialogue. L'ONU s'est mise en tête de vouloir faire signer un pacte sans que quiconque soit consulté. Alors, je voudrais bien qu'on parle de dialogue. Les peuples des pays d'accueil n'ont même pas leur mot à dire, finalement. On ne nous a pas interrogés sur savoir si on était d'accord ou pas d'accord. Alors, ce pacte, effectivement, il est à l'étude depuis le mois d'avril dernier, avril 2018, et c'est maintenant en décembre 2018, c'est-à-dire quand même peu de temps après, qu'il est mis à la signature. C'est quand même très court. On n'a pas tellement eu le temps de la réflexion. Alors bien sûr, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de consultation des collectivités ni des institutions, et encore moins des citoyens. Paragraphe numéro 7, donc du préambule toujours, le présent pacte mondial établit un cadre de coopération juridiquement non contraignant qui repose sur les engagements convenus par les États membres dans la déclaration de New York. Moi-même, personnellement, je n'ai pas connaissance de cette déclaration de New York, peut-être qu'avez-vous, pour les réfugiés et les migrants. Il favorise la coopération internationale en matière de migration entre tous les acteurs compétents, sachant qu'aucun État ne peut gérer seul la question des migrations et respecte la souveraineté des États et les obligations que leur fait le droit international. Non contraignant, franchement, vous trouvez que c'est non contraignant, de quasiment obliger 193 nations membres, États membres, à venir signer un pacte qui a été rédigé, j'allais dire, à la va-vite, qui n'a pas fait l'objet de la moindre réflexion, et qui finalement est contraignant parce que ceux qui vont s'y soustraire, évidemment on peut s'y soustraire, tout comme on peut se soustraire de l'Union européenne, mais à quel prix? Et avec des sanctions à la clé. Alors si c'est non contraignant, pourquoi est-ce qu'on oblige donc ces États membres à signer ce protocole? À quoi sert-il finalement? Ensuite, j'ai relevé la phrase « Aucun État ne peut gérer seul la question des migrations ». On est bien d'accord qu'aucun État, quel qu'il soit, ne peut gérer seul ces flots migratoires. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'ONU se met en tête de s'ingérer dans les États et de faire les lois à sa place. On impose des migrants aux nations qui ne peuvent bien sûr pas répondre à tout ce flot impossible à contenir, et on le voit déjà depuis plusieurs mois. Ça ne fait que se poursuivre et s'aggraver. Le respect de la souveraineté des États. Eh bien, je peux vous dire que la souveraineté des États, elle est bien entamée et elle est en train de disparaître de plus en plus rapidement face à cette pieuvre qui est la mondialisation. Nous sommes à présent dans un village global où tout est mélangé, tout le monde se mélange, et c'est très bien. Et on ne fait plus du tout cas des cultures de chacun, des modes de vie de chacun. D'ailleurs, il est stipulé dans ce pacte que les migrants qui seront donc accueillis devront apporter avec eux bien sûr leur culture, leur façon de vivre,
et qui n'auront aucune obligation à s'intégrer à la culture du pays d'accueil. C'est quand même assez scandaleux. Je continue ma lecture avec le paragraphe 8 du même préambule, et ce n'est que le préambule. Par le présent pacte mondial, nous nous engageons collectivement à améliorer la coopération en matière de migration internationale. Les migrations ont toujours fait partie de l'expérience humaine depuis les débuts de l'histoire, et nous reconnaissons qu'à l'heure de la mondialisation, le mot est lâché enfin, elles sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable, et qu'une meilleure gouvernance peut permettre d'optimiser ces effets positifs. Aujourd'hui, la majorité des migrants voyagent, vivent et travaillent dans des conditions sûres, ordonnées et régulières. Ce sont les mêmes termes qu'on retrouve. Néanmoins, les migrations ont indéniablement des répercussions très différentes et parfois imprévisibles sur nos pays, ainsi que sur les communautés et les migrants et leurs familles. Alors, les migrations, facteurs de prospérité. On peut quand même légitimement se poser la question. À qui profite cette prospérité ? Je ne pense pas qu'elle profite à tout le monde. Je crois plutôt qu'elle profite aux gros trusts industriels, aux grosses entreprises européennes qui voient là l'occasion de s'enrichir encore plus et toujours plus et d'exploiter une main-d'œuvre à très bon marché. Et c'est justement le problème des délocalisations d'entreprises dans les pays d'Europe de l'Est où la main-d'œuvre effectivement est moins chère, ce qui justement favorise, j'allais dire, l'engraissement de ces sociétés. C'est ainsi que Madame Merkel, donc, récemment, a laissé entrer, il y a quelques mois, a laissé entrer pratiquement plus d'1 million de migrants en Allemagne, à la demande de qui ? Eh bien, non pas du peuple, bien sûr, mais à la demande de quelques grosses sociétés qui voulaient profiter de l'aubaine. Ensuite, j'ai relevé cette phrase, la majorité des migrants voyagent, vivent et travaillent dans des conditions sûres, ordonnées et régulières. Eh bien, c'est faux. Seuls ceux qui sont vraiment en situation régulière peuvent le faire, et encore. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, sans aucun doute, toutes ces vagues déferlantes auront très rapidement, en presque quelques jours, quelques semaines tout au plus, auront des papiers pour circuler librement à travers toute l'Europe et ailleurs. Régularisation massive en vue. Et c'est dit textuellement. Les migrations ont indéniablement des répercussions très différentes et parfois imprévisibles sur nos pays, ainsi que sur les communautés et les migrants et leurs familles. On ne saurait mieux dire, en effet. Des répercussions, elles en ont, et pas des moindres. Imprévisibles ? Je croyais que tout était planifié et prévu d'avance avec ce pacte extraordinaire qui nous garantit sécurité et ordre. En fait, rien ne devrait être imprévisible. Donc là, il y a quelque part un non-sens. C'est donc que malgré tout, malgré ce pacte, eh bien, il y aura des événements qui échapperont toujours aux instances internationales. L'être humain est ce qu'il est avec ses faiblesses et rien ne peut lui échapper, bien entendu, a priori, mais hélas, beaucoup de choses peuvent lui échapper et lui échappent actuellement. C'est ce que tout le monde croit, que parce que les instances internationales ont toujours le dernier mot, que rien ne peut leur être étranger, rien ne peut leur échapper, ce qui est totalement faux. Ce sont des organisations humaines avec leurs faiblesses et leurs failles. Je continue à lire le paragraphe suivant. Le présent pacte mondial a pour objet d'atténuer les facteurs négatifs et structurels qui empêchent les individus de trouver et de conserver des moyens de subsistance durables dans leur pays d'origine et les force à rechercher un avenir ailleurs. Il vise à réduire les risques et les vulnérabilités auxquels sont exposés les migrants aux différentes étapes de la migration en promouvant le respect, la protection et la réalisation de leurs droits de l'homme et en prévoyant la fourniture d'une assistance et de soins. Atténuer les facteurs négatifs et structurels qui empêchent les individus de trouver et de conserver des moyens de subsistance durables dans leur pays d'origine et les force à rechercher un avenir ailleurs. Alors là, j'ai envie de rire, si ça n'était pas aussi drôle, aussi risible. Dites-moi un peu qui est à l'origine de tous les conflits en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, en Libye.
Qui est responsable des printemps arabes, entre guillemets? Qui est responsable de tout ce qui s'est passé dans les pays du Sud et d'autres pays où on a installé des dictateurs au pouvoir, où on a fait croire aux gens qu'il s'agissait d'un changement vers la démocratie? Qui est responsable directement des coups d'État, des assassinats, des épidémies, les Ebola et autres, les famines endémiques dans tous ces pays? Je crois que, mesdames et messieurs de technocrates de l'ONU, vous avez la mémoire bien courte. Étonnez-vous que ces gens recherchent un ailleurs, comme vous le dites si bien, pour essayer de survivre. Je parle ici de ceux qui sont les véritables victimes de cette néocolonisation scandaleuse et meurtrière. Je ne parle pas bien sûr de ceux qui vont venir squatter sans motif, seulement pour semer le trouble et la chienlit dans nos pays. Ceux qu'on met par, je dirais, fausses familles sur les trottoirs, dans les carrefours, aux feux tricolores de Paris et des grandes villes, pour mendier auprès des automobilistes, pour le seul profit des souteneurs qui vivent de cette manne providentielle. Non, je ne parle pas de cela, je parle de tous ceux qui ont fui leur pays parce que soit ils sont persécutés politiquement, donc ils sont ennuyés à cause de leurs opinions politiques ou de leurs opinions religieuses, ou bien tous ceux qui ont fui leur pays parce que tout simplement ils n'ont plus de quoi manger, ils n'ont plus de quoi nourrir leur famille, ils ne peuvent plus exercer leur métier, et c'est un scandale mondial, c'est un scandale international, mais là encore, il faudrait que les responsables soient eux-mêmes ceux qui puissent résoudre ce genre de problème, puisque eux-mêmes sont à la base de tout ça. Je continue. Paragraphe 12 du préambule, nous nous efforçons de créer des conditions favorables qui permettent à tous les migrants d'enrichir nos sociétés grâce à leurs capacités humaines, économiques et sociales, et facilitent ainsi leur contribution au développement durable au niveau local, national, régional et mondial. Des conditions favorables qui permettent à tous les migrants d'enrichir nos sociétés. Alors je vous pose la question, sans toutes ces personnes, nos sociétés risquent-elles donc de pourrir dans la misère? C'est une question. Bien malin sera celui qui pourra y répondre. Alors évidemment, quand on parle de richesse, il ne s'agit pas seulement d'argent, bien entendu, il s'agit de richesse culturelle, de savoir-faire. Effectivement, beaucoup de personnes issues de l'immigration sont des personnes qui travaillent d'une façon tout à fait honorable, qui gagnent leur vie d'une façon tout à fait honorable, qui ont une famille, qu'ils nourrissent et dont ils prennent soin d'une façon tout à fait honorable. Ce sont des gens qui participent étroitement à la vie de la société, à la vie du pays, et je n'ai rien à dire à ce propos, ce n'est pas de ces personnes-là dont il est question. Mais je me pose la question de savoir si, parmi toutes ces personnes, tous ces migrants qui vont déferler sur nos pays, quel genre de richesse peuvent-ils nous apporter? Franchement, beaucoup d'entre eux ne parlent pas notre langue, beaucoup d'entre eux sont des déracinés, effectivement, ils sont déracinés, ce sont des gens qui sont partis de leur pays, alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ça, on ne peut pas juger à l'avance, bien entendu. Mais pour que ces personnes puissent contribuer efficacement, dans un avenir plus ou moins proche, à l'enrichissement d'un pays, faut-il déjà y mettre le prix. Il faut déjà permettre à ces personnes de se former, j'allais dire professionnellement, d'avoir une formation professionnelle qui est coûteuse. Il faut donner des allocations chômage à ces personnes parce qu'elles ne vont pas trouver un emploi du jour au lendemain. Il faut pourvoir à leurs besoins quotidiens. Tout ça, ça coûte de l'argent. Est-ce que notre pays est vraiment capable d'assumer ce genre de responsabilité? Est-ce que tous les pays européens sont capables d'assumer ce genre de responsabilité? Très franchement, j'en doute. Et quand on nous parle d'enrichir nos sociétés grâce à leurs capacités humaines, économiques et sociales, je ne dis pas que ces personnes n'ont pas de capacité humaine, économique et sociale. Certainement, ils en ont pour la plupart d'entre eux. Mais à quel prix? Et au bout de combien de temps? Ça peut prendre des mois et des années avant que ces personnes soient, je dirais, entre guillemets, le mot n'est pas très, très beau à employer, mais opérationnelles, et puissent véritablement, j'allais dire, participer étroitement à notre vie économique, à notre vie sociale. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain et ça va coûter très cher.
Est-ce que notre pays est en capacité d'assumer ce genre de responsabilité? Je vous pose la question. Bien sûr, il y a toujours des gens de bonne volonté qui chercheront à s'intégrer du mieux possible, mais toujours pareil, à quel prix? Combien de temps faudra-t-il pour assumer tout ça? Combien de temps faudra-t-il à ces personnes pour s'intégrer véritablement, si et seulement si, encore une fois, elles désirent vraiment s'intégrer, et non pas venir simplement mettre le désordre, et puis se trouver au cœur de conflits, de meurtres et de choses indignes. Je vais m'arrêter là pour cette lecture. Le reste est à l'avenant, et je dirais ad nauseam, jusqu'à la nausée, parce que finalement, ce pacte, il nous engage à la fois à beaucoup de choses, mais qui sont, j'allais dire, à 80% irréalisables. Ce pacte est un piège mortel. Je n'ai pas honte de le dire, et il est destiné tout simplement à renforcer l'anéantissement de la souveraineté des nations, qui est déjà bien, j'allais dire, qui a bien commencé, et à remplacer les populations autochtones par des gens dont beaucoup, je ne dis pas tous, beaucoup sont sans foi ni loi. Ils ne souhaitent pas du tout s'intégrer, et au contraire, ils contribueront, et c'est déjà commencé, à même désintégrer le tissu social des pays qui les laisseront en toute impunité s'installer sur leur sol. C'est bien malheureux, mais voilà, l'ONU a voulu légiférer sur ce problème, et je ne pense pas que le fait d'avoir légiféré sur ce problème et d'avoir soumis donc ce pacte aux nations membres va résoudre quoi que ce soit. Au contraire, ça risque d'aggraver les choses. On a ouvert une boîte de Pandore il y a quelques années, comme le disait un journaliste récemment, et là, ce n'est pas une boîte qu'on va ouvrir, mais c'est un gouffre énorme, avec tous les dangers que cela comporte. Je vais quand même terminer par un verset biblique, pour nous encourager un peu. Matthieu 24, verset 33. « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Voilà. Donc c'était important, je trouvais important de vous dire ce que je pense de ce pacte. Vous serez d'accord, vous ne serez pas d'accord avec ce que je dis. Bien sûr, chacun a sa libre opinion sur le problème. Mais je pense très sincèrement que ça n'est pas un bien pour nos nations, et qu'au contraire, les choses ne vont faire que s'aggraver au fur et à mesure, parce que au lieu de rendre ces migrations sûres et ordonnées, ça va être la porte ouverte au désordre total, et qu'on va laisser entrer tout le monde à moindre frais, mais j'allais dire avec beaucoup de frais pour les pays qui vont accueillir ces personnes, avec toutes les conséquences que cela comporte et que cela suppose. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et à très bientôt.